À présent, Romain Alberca, qui est adjoint RSSI chez Arcade Software et qui va nous faire une démonstration de Dot Anonymizer, l'outil d'anonymisation qui masque les données personnelles tout en gardant leur cohérence. C'est à vous, Romain. Bonjour, merci. Donc, je vais vous présenter Dot Anonymizer, mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Je suis Romain Alberca, je suis adjoint RSSI chez Arcade Software. Donc, pour vous présenter rapidement Arcade Software, on est une entreprise française, mais présente internationalement. On est présent dans 75 pays différents via nos clients. On a plus de 400 clients et 4000 licences. On a 4 grosses branches d'activité chez Arcade. Dans un premier temps, l'intégration du legacy dans la chaîne DevOps, la modernisation de tout ce qui est IBMI, anciennement AS400, le déploiement applicatif, l'orchestration du déploiement applicatif et l'anonymisation des données. Donc aujourd'hui, l'anonymisation des données qui nous intéresse, voici un extrait de nos références sur Dot Anonymizer. Donc on est présent, comme vous pouvez le voir, dans tout type de domaines, aussi bien l'assurance, la santé que le retail, le secteur public, les banques, etc. Nous avons des facteurs de confiance, notamment le label France Cybersécurité, vu que la R&D est basée en France à Annecy. On fait partie du consortium Exatrust. Nous sommes référencés au catalogue de l'UGAP et on a eu un cas d'or du secteur public sur notre projet d'anonymisation. Donc, comment se passe l'anonymisation des données avec Dot Anonymizer? On est parti d'un problème simple. On utilise très souvent des données de production directement dans des cadres hors production qui ne sont pas sécurisés. C'est une pratique qui était devenue courante, qui est maintenant proscrite par le RGPD. Donc pour pallier à ça, on a proposé une solution qui, dans un premier temps, vient détecter ces données. Donc on a plusieurs mécanismes qui permettent ça. On a notamment des expressions régulières sur tout ce qui est metadata, donc les colonnes et leur description. On a de l'expression régulière directement sur les données. On a aussi la possibilité d'utiliser des répertoires, donc qui va permettre par exemple d'identifier des prénoms, des pays ou des références qui sont propres à vos métiers. On a aussi la possibilité d'utiliser du script qui vient permettre d'identifier avec des cas particuliers pour justement répondre à tous les besoins du marché. Dans un second temps, on va venir désensibiliser cette donnée. Pour ce faire, on a mis en place des algorithmes qui, eux, vont nous permettre de modifier la donnée de façon intelligente. Par exemple, on va remplacer un nom par un nom, un prénom par un prénom, etc. Ce qui nous permet pour la personne qui va récupérer la donnée anonymisée d'avoir un semblant de transparence comme si c'était de la donnée de production finalement, le tout respectant des contraintes d'intégrité. Donc les principales caractéristiques de l'outil, c'est qu'on est agnostique en termes de base de données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marcher avec un grand panel de bases de données. Les technologies que vous voyez en bas, c'est juste un échantillon, on en traite plus d'une quinzaine actuellement. Donc ces données, on va pouvoir les anonymiser aussi bien de façon cohérente entre elles qu'au sein de la base de données. C'est-à-dire que dans ma base Oracle, je vais avoir un Jean Dupont. Dans ma base MySQL, je vais avoir le même Jean Dupont. Il sera anonymisé en Thierry Durand, par exemple, dans mes deux bases. Ce qui me permet de fonctionnellement, lors des tests d'intégration, par exemple, de pouvoir vérifier sur toute la chaîne si j'ai bien le cas nominal que j'attendais. On a la possibilité du coup d'utiliser une bibliothèque qui est extensible, c'est-à-dire que nous, on fournit au fur et à mesure des versions de nouvelles bibliothèques qui vous permettent d'anonymiser et de détecter, mais vous pouvez aussi la faire grandir avec vos propres besoins, vos use cases, etc. L'idée, c'est vraiment de maintenir l'exploitabilité de la donnée. On va pouvoir utiliser cette donnée directement pour un prestataire pour qu'il nous fasse du développement, pour faire de la BI, etc. Je vous propose de passer à la démonstration technique, qui sera beaucoup plus parlante pour vous. Donc, avant de commencer, je vais juste vous montrer, j'ai pris deux bases de données pour justement illustrer mes propos. Donc on a une Esther Allison qu'on retrouve donc dans une base MySQL, une base cliente classique qu'on retrouve ici aussi. On l'a donc dans nos deux échantillons. Et on va pouvoir aller l'anonymiser de façon cohérente. On la retrouve ici. On va pouvoir l'anonymiser de façon cohérente des deux côtés. Pour ce faire, on va se rendre dans Dot Anonymizer, donc notre outil d'anonymisation. Et on va déjà regarder ce qui se passe en termes de règles. Donc nos règles de détection, on en fournit plus d'une centaine actuellement, qui contiennent donc différents moteurs de détection. Ici, on a par exemple une expression régulière qui va venir repérer des prénoms avec une expression régulière
mais aussi avec un répertoire qu'on a récupéré avec tous les prénoms présents en France. À partir de là, il va prendre un échantillon, comme on l'a défini, de 100 données, et si on a un taux au-dessus de 80%, il va nous remonter l'information. Donc voilà pour la partie règles. Ensuite, chaque règle est associée à un moteur d'anonymisation. Donc on a un moteur prénom qui va venir piocher aléatoirement un prénom dans un dictionnaire. Une fois qu'on a paramétré, donc évidemment ça c'est embarqué avec la solution, mais vous pouvez faire vos propres dictionnaires, etc. Une fois qu'on a défini donc, ces paramètres-là, on a la possibilité de créer donc, ce qu'on appelle des rule sets, donc des ensembles de règles. Ici, j'en ai créé un commun qu'on appelle France, qui contient l'ensemble des règles propres à nos clients qu'on croise en France. Donc du numéro de téléphone, du numéro de sécurité sociale, du Facebook, du prénom, etc. Et on va pouvoir lancer une détection. Comment ça s'articule? On vient sélectionner notre ensemble de règles, on sélectionne la base de données sur laquelle on veut l'appliquer, ou les fichiers plats. Et ici, je vais choisir MySQL, c'est la base que je vous ai montré qui contient le plus de données, et mon schéma de données. Donc ici, on va prendre le schéma de démo. À partir de là, il va faire un comparatif entre chaque règle et chaque colonne de ma base de données. Et on va ressortir le résultat. Donc un résultat qui nous dit où est-ce qu'il a détecté de la donnée, le pourcentage de match avec lequel il l'a trouvé, et après on va avoir la possibilité de regarder un échantillon de données. Donc là, par exemple, je suis allé sur l'IBAN, on a de la donnée qui ressemble à un IBAN. Si on descend un peu plus loin, on voit que Facebook a été détecté directement via le nom de la colonne. Si on regarde ici, le nom a été détecté via le répertoire de noms. Donc on a la possibilité d'avoir un panel vraiment large de détection, propre à vos métiers, le customiser vraiment comme vous le souhaitez. À partir de là, on est capable de venir directement créer un projet d'anonymisation. Donc c'est quelque chose qu'on peut considérer comme le quick starter. C'est vraiment la partie qui va vous permettre, à partir d'une détection, créer votre projet d'anonymisation qui est lié directement à vos données. Donc juste pour vous montrer, on vient sélectionner donc les champs qui nous intéressent. Par exemple, on voit que nom a été détecté avec la colonne nom, ce qui est pertinent. Donc on va venir la sélectionner, etc. À partir de là, le projet d'anonymisation est créé. Une fois que ce projet d'anonymisation est créé, je vais pas créer celui-ci vu que j'en ai déjà un qui existe, on va pouvoir ajouter de l'intelligence dedans. Ce qui nous intéresse, c'est que si on a un Jean Dupont qui devient Micheline Durand, ce qui est intéressant, c'est que son numéro de sécurité sociale, le premier digit par exemple, qui représente le genre, change aussi, pour qu'on puisse déjà respecter les contraintes d'intégrité et que ce ne soit pas pertinent derrière que la donnée a été altérée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici utiliser ce qu'on appelle les related fields, ce qui est l'intelligence vraiment de votre projet d'anonymisation, où on vient créer cette donnée. Donc par exemple, ici sur le mail, on voit qu'on vient passer en paramètres le nom et le prénom, ce qui me permet que mon Jean Dupont devienne Thierry Durand et qu'il ait une adresse thierrydurand@gmail.com par exemple. On fait la même chose pour tous les champs. Et par la suite, on se retrouve sur la colonne, par exemple, IBAN. On vient générer un IBAN valide. Donc en termes de clés d'IBAN, tout ça, il sera valide en termes de contraintes. Et on vient le découper dans les colonnes associées. Donc par exemple, on vient récupérer dans le numéro de compte, la clé, etc. Une fois que j'ai fait ce projet sur MySQL, comme je vous l'ai dit, j'ai deux bases de données qui contiennent sensiblement les mêmes informations. Donc j'ai fait exactement le même projet sur PostgreSQL. Donc ma deuxième base. Ici, on va retrouver justement cette intelligence dans mes projets. C'est-à-dire que je vais rajouter donc encore une fois mon nom, mon prénom, qui va me permettre d'avoir une adresse email cohérente. C'est ce qui va me permettre vraiment de pouvoir avoir la même anonymisation des deux côtés. Une fois qu'on a nos projets qui sont définis, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai lié mes deux projets. Donc dès que je vais exécuter le projet MySQL, automatiquement, je vais aller sélectionner le projet sur l'autre base de données qui me permettra d'avoir une cohérence en tout temps entre mes bases. Ce que je vous propose, c'est de lancer l'anonymisation, mais avant ça, de regarder ce qu'on a comme données. Donc là, on avait notre Esther Allison. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter mon projet d'anonymisation. Donc il y a plusieurs façons de l'exécuter. Là, je l'exécute directement manuellement. Évidemment, vous pouvez l'intégrer à vos schedulers, vos ordonnanceurs. Il y a des appels en API qui sont possibles. Vous pouvez l'intégrer directement à vos processus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une extraction de base de données avec un processus d'anonymisation directement derrière pour avoir de la donnée anonymisée. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'actualiser. Donc on avait Esther Allison qui habitait dans le 28. Si on actualise, elle a changé de nom. Elle a changé de numéro de téléphone. Son adresse email est pertinente avec son nouveau nom, son nouveau prénom. On a changé de numéro de sécurité sociale. Ici, on peut voir qu'on récupère l'année de naissance qui, elle aussi, a été changée, etc.
fonctionnellement, on a toujours nos 3 comptes bancaires. Et maintenant, qu'est-ce qu'il advient de notre base PostgreSQL? Si je l'actualise, on retrouve donc notre Manéa Vignoble ici, qui habite bien à Saint-Aignan, avec une adresse maneavignoble@hotmail.com. Donc là, on a réussi à montrer en fait qu'on peut anonymiser de façon cohérente 2 bases de données différentes, avec une cohérence intra-base de données qui reste pertinente. Pour rentrer un peu plus dans le détail de comment on a géré cette cohérence, en fait, dans l'outil, directement lorsqu'on définit nos moteurs, on a ajouté ce qu'on appelle un cache qui va donc hacher d'un côté une valeur et pouvoir garder cette cohérence en disant voilà, j'ai déjà rencontré cette personne via ce hash. En fait, à chaque fois qu'on va le lâcher, on va rencontrer le même hash et on va dire je l'avais anonymisé de cette façon. Donc en fait, ce qui nous permet d'avoir une anonymisation, une vraie anonymisation, c'est-à-dire sans machine arrière. On est incapable de repartir du hash pour retrouver la valeur originale. Cependant, qui peut le plus, peut le moins, on a été capable aussi d'intégrer une pseudonymisation qui est optionnelle. C'est-à-dire qu'on va sélectionner cette pseudonymisation qui nous permettra d'avoir par la suite machine arrière. Pour revenir sur ce projet d'anonymisation, c'est un projet en fait qui permet vraiment de garder l'intelligence. En fait, ce qu'on vient faire, c'est extraire la valeur de vos données en retirant ce caractère personnel de la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un bruit statistique, on va pouvoir illustrer nos propos facilement pour des besoins, des use cases vraiment différents. C'est-à-dire que par exemple, pour un besoin de développement, on a très souvent besoin d'une copie de la base, enfin d'un environnement réel de production pour savoir comment se plugger vraiment dessus. Là, on va pouvoir fournir à nos développeurs une version anonymisée de ces données. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Si je vous laisse déjà les questions. Quelqu'un a levé la main? Oui. Bonjour, merci de la présentation faite jusque-là. Si j'ai bien compris, on part de, admettons, Michel Durand et on l'amène vers Pierre Dupont. Par exemple. Mais donc, du coup, vous allez vous retrouver avec une base de données qui va avoir un pierredupont@gmail.fr qui peut-être existe et peut-être une donnée à caractère personnel qui va être utilisée sans autorisation, du coup. En fait, ce ne sera pas forcément une donnée à caractère personnel dans le sens où on a créé de toutes pièces cette personne. C'est-à-dire qu'un Pierre Dupont qui habitera au 200 rue Michel Dumas, il n'existera pas en fait. Cette personne. Ouais, mais son adresse mail, elle existe bien et elle est utilisée. Utilisable. J'ai pris cet exemple. On peut rajouter derrière 50 digits si on veut avec 1, 2, 3, mieux. 4, 5. Oui, non, c'est pour ça. Là, c'est pour que ce soit plus visuel. D'accord. Mais on peut totalement paramétrer. Il y a ce point de vigilance quand même qui est important. Exactement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Donc ensuite, au sein de l'outil, comme je vous le disais, on expose aussi une API, donc une API qui vous permet donc d'anonymiser directement tous vos processus. On peut imaginer par exemple un affichage qui est anonymisé à la volée, qui vient donc en fait rajouter une brique dans votre processus de où vous récupérez l'information. Donc c'est un bloc, un microservice en plus qui vient anonymiser à la volée vos requêtes. Donc Dot Anonymizer vient avec une centaine d'algorithmes d'anonymisation. Vous pouvez créer vos propres scripts. Je vais être capable de vous en montrer un rapidement. Un script qui vient générer justement cet email. Donc pour répondre à votre question, j'aurais pu rajouter ici un random qui vient rajouter une valeur aléatoire. C'est relativement simple comme vous pouvez le voir. Donc ici on a les premiers mécanismes qui nous permettent de garder cette cohérence. Donc on a la possibilité du coup de récupérer le nom et le prénom anonymisés. On vient donc, j'ai mis un pool pour la démonstration de 6 domaines différents. On peut en imaginer une cinquantaine, c'est pas un souci. On vient en prendre un aléatoirement, on retire tous les caractères spéciaux de la base, etc. Ce qui me permet de vous illustrer aussi le fait qu'on va pouvoir aussi créer des nouveaux cas d'usage, des nouveaux tests possibles en venant introduire volontairement des cas de test. Par exemple, rajouter des accents dans une adresse email pour voir si ça casse bien la cohérence, ça casse bien les contraintes d'intégrité, pardon. On va pouvoir créer vos propres cas de test. Je crois que je suis short niveau time.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis désolé avec le stress, j'ai accéléré beaucoup. Des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et je vous apporte le micro. Sinon, je peux parler rapidement des use cases. En termes de use case, chez nos clients, ce qu'on croise principalement, c'est des problèmes de dev. Très souvent, actuellement, c'est une copie de la prod qu'on envoie en dev et on fait du dev dessus. En termes de cas d'usage, on peut aussi imaginer tout ce qui est algorithme pour le machine learning. Actuellement, on utilise aussi une copie de la prod qui est utilisée pour alimenter ces algorithmes. L'idéal, ce serait de l'anonymiser au préalable pour justement garder cet aspect RGPD. On a la possibilité aussi de voir des cas d'usage qui parlent de droit à l'oubli en base de données. En fait, actuellement, le droit à l'oubli est très peu exercé par les entreprises pour la simple et bonne raison que c'est complexe à mettre en œuvre. Donc, soit on supprime directement la donnée, soit on vient mettre des XXX et on perd de la valeur. Là, on garderait toujours une cohérence fonctionnelle, ce qui nous permet de savoir pourquoi un client a quitté l'entreprise, enfin a quitté nos services il y a 3 ans. Là, on pourrait le garder vu qu'on dépasserait la conservation de données de 2 ans. Sauf que là, ce serait une personne fictive, ce qui nous permettrait toujours d'avoir de la donnée. Donc ça répond à des problématiques actuelles dans l'idée où on ne veut pas perdre de données, ce qui nous permet donc d'éviter justement des contraintes. En fait, on trouve le bon équilibre entre la réglementation et le besoin fonctionnel. Ça nous permet vraiment de répondre à ces problématiques-là. Ensuite, tout ce qui est environnement de formation, d'intégration, travailler avec un prestataire, ce qui maintenant est de monnaie courante. On n'a plus forcément toutes les ressources en interne. On fait appel à des prestataires. L'idéal, même c'est même recommandé très fortement, on ne doit plus communiquer de la donnée réelle à nos prestataires. On est censé l'anonymiser ou à minima la pseudonymiser pour retrouver la valeur originale derrière. Je prends souvent l'exemple d'une entreprise qui doit licencier des salariés pour une restructuration ou des choses comme ça. Partager le salaire de tous ses employés, leur poste, etc. L'idéal, ce serait de l'anonymiser pour faire une restructuration vraiment anonyme, sans avoir d'informations sur les employés à proprement parler, pour pouvoir extraire derrière la donnée, la valeur originale. Donc, voilà pour nos principaux cas d'usage qu'on traite, on traite chez nos clients. Est-ce que vous avez des cas d'usage particuliers que je n'aurais pas traités ou qui vous a emmené justement à cette conférence Si vous avez des cas d'usage, des questions. Ah, 2 personnes là. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolé, je vais réinsister sur la question d'avant parce que j'ai une vraie, depuis tout à l'heure, je suis en train de bugger là-dessus en disant, si évidemment on est sur un environnement de dev, c'est pas sécurisé, il y a une fuite d'informations. De ma compréhension, s'il y a une adresse mail qui existe, même si elle est effectivement créée, si elle est possiblement, il est possible de la rattacher à une personne qui existe, c'est une donnée à caractère personnel. Donc si c'est utilisé après derrière dans les campagnes de phishing, l'entreprise elle peut se faire tomber dessus en toute légitimité. Et je vois que vous avez énormément de références, donc c'est des questions qui ont dû arriver. L'utilisation d'un numéro de sécurité sociale comme vous l'avez fait, c'est top. Donc c'est intéressant de garder cette cohérence. Comment est-ce que c'est une réponse juridique que vous avez en disant bah, c'est une zone grise vis-à-vis du RGPD, ou est-ce que c'est plutôt une autre réponse que vous donnez, ou à mon avis, aux questions que les juristes ou que les RSSI doivent vous poser dans le cas de contractualisation? Alors pour le coup, ça reste encore une zone grise. On a déjà posé la question plusieurs fois aux organismes compétents pour ça. Actuellement, en fait, comme la donnée est créée de toutes pièces et que l'ensemble n'est pas cohérent, c'est encore valide. En fait, évidemment, on va prendre les précautions nécessaires, on va aller générer, on va faire des adresses mail qui ne sont pas vraisemblables. Ça peut toujours arriver. Mais là, en fait, le risque zéro n'existe pas et là-dessus, on peut pas assurer que l'adresse mail n'existe pas. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille contacter Gmail pour savoir si cette adresse est référencée, etc. Actuellement, en termes techniques, c'est impensable. Donc, en fait, les préconisations que nous, on a, c'est de générer une adresse mail qui, par exemple, contient une lettre sur 2, un chiffre, une lettre, qui fait que personne n'a ce genre d'adresse mail. Après, le fait que l'adresse mail soit créée de toutes pièces permet justement d'éviter ça. En fait, le flou est autour du fait que oui, l'adresse peut être associée à quelqu'un, mais l'ensemble de la donnée, elle, est fictive. Donc, on peut tolérer, c'est comme on le voit très souvent sur les publicités, John Smith @ quelque chose.
ça reste toléré, accepté. Ok. Merci beaucoup. Pas de problème. Et on avait Madame. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu sceptique sur l'irréversibilité. D'accord. C'est-à-dire qu'on échange une adresse mail par une autre, d'accord, mais on garde tout un faisceau de données, on est d'accord, de façon à pouvoir utiliser encore la donnée. Est-ce que vous pouvez... s'il Oui. vous plaît, merci. Donc je disais, donc on garde tout un faisceau de données de façon à ce que la donnée qu'on va anonymiser soit encore exploitable. À partir de là, si on prend un jeune de 35 ans dans un coin où il y a 300 habitants, on va pouvoir le retrouver si on a un certain nombre de données. Donc on n'est plus sur de l'anonymisation. Comment vous avez envisagé ça? Donc justement, là, vous parlez du risque de recoupement notamment. Donc en fait, ce risque, on est en train de le traiter en R&D, justement, c'est un sujet qu'on a, de pouvoir identifier justement cette personne-là. Si on anonymise que le nom, le prénom, qu'on garde l'adresse, on a 10% de chance de l'identifier. Donc c'est un sujet sur lequel on est en train de traiter, et c'est un sujet super intéressant que personne ne traite actuellement. Donc c'est un sujet sur lequel... C'est là-dessus que l'anonymisation fait un peu sourire. Justement, donc là-dessus, on est en train de travailler là-dessus. Après, donc ce qu'on préconise justement, c'est par exemple, on va justement, au lieu de garder une date de naissance complète, on va juste garder potentiellement l'année. On va pouvoir ajouter un bruit statistique qu'on est capable de traiter. On va garder une ville dans le département pour garder une zone géographique. On va pouvoir rajouter de l'information comme ça. On va pouvoir aussi faire du swap entre plusieurs colonnes. C'est-à-dire que pour garder par exemple la dimension, on a 5 clients dans cette ville. On va pouvoir juste swapper les villes entre elles. C'est-à-dire qu'on ne sera plus un jeune de 35 ans, mais potentiellement une personne de 53 ans. On n'aura plus forcément ce lien qui sera faisable. Donc on a mis en place plusieurs mécanismes. Actuellement, c'est triste à dire, mais la CNIL ne certifie pas un outil, mais vraiment un projet. Et donc là-dessus, la CNIL peut aussi vous accompagner sur le fait de certifier que ce projet est bien un projet d'anonymisation. D'accord, intéressant, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. J'ai une question qui concerne justement la problématique de redescendre des données de production vers d'autres environnements. Comment ça se passe quand on a justement différents systèmes hétérogènes? Par exemple, j'ai mon CRM, j'ai mon ERP, donc en production ils sont en phase. J'ai un client d'un côté, je le retrouve de l'autre côté. Si je redescends les données en les anonymisant du côté de mon ERP, et si je le fais aussi ensuite du côté de mon CRM, comment on peut avoir la cohérence aussi dans les autres environnements? Justement, donc ça, ce sera dans la configuration de l'outil. En fait, quand on va utiliser justement nos moteurs d'anonymisation, on va définir si on veut garder ou pas la cohérence. Donc là, c'est là justement qu'il y a cette notion de hash qui vient entrer en compte en disant voilà, j'ai déjà croisé cette personne. En fait, quand on va le hasher, on va avoir un hash qui est unique. On va dire ok, j'ai déjà eu ce hash et je l'avais fait de cette façon-là. Et on n'aura pas le moyen de revenir en arrière, vu que le seul moyen de retrouver le hash, c'est d'avoir la vraie donnée. Sachant que ce hash est chiffré, haché, salé, on l'a sécurisé de notre côté. Donc voilà comment on va assurer cette cohérence. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfait. Merci. Alors, on a encore une question par ici. Moi, je suis auditeur en conformité. D'accord. Et là où je vais aller immédiatement, c'est chercher par tout moyen à retrouver la procédure qui était utilisée pour moi, c'est pas de l'anonymisation ce que vous faites de la renomisation. Vous renommez. Oui. Anonymiser, c'est en fait, on n'a plus l'info. Et pseudonymiser, on a une nouvelle info. Et c'est pas vraiment de la pseudonymisation que vous avez, c'est vraiment, à mon avis, de la renomisation. Je sais pas si ça existe, mais à partir du moment où les règles sont écrites là, donc du coup, on peut faire machine arrière, parce que on a le résultat, on a la règle pour obtenir le résultat, et donc on peut faire du reverse facilement. Et donc ça doit être hyper protégé, ça. C'est hyper protégé, justement, c'est tout le principe de la solution. En fait, on est venu protéger cette machine arrière, sachant qu'on peut la purger à tout moment. C'est-à-dire qu'à la fin de votre anonymisation, vous la purgez directement. En fait, on peut la garder sur une durée définie en disant, bah voilà, mon développeur, il va travailler dessus pendant 6 mois, et pendant 6 mois, il va retrouver son cas de test qui s'appelle Jean Dupont. Donc, parce qu'il s'est familiarisé avec les données, il va retrouver son Jean Dupont pendant 6 mois et après vous pouvez le purger. Ou alors vous pouvez faire un cache d'exécution, c'est-à-dire c'est du one shot, il va s'appeler Jean Dupont aujourd'hui, dans 2 jours il s'appelle Michel Durand.
À mon avis, il faut le déléguer, ça. Hein. Il faut le déléguer, à mon avis, à un tiers de confiance qui va venir le faire et qui, une fois il perd la clé une fois qu'il a fait. Parce que quelqu'un, il est payé pour retrouver l'information originale, ça vaut de l'argent. Hein. Cette clé n'est pas accessible en fait directement via l'outil. C'est vraiment tout automatisé, tout est protégé, personne n'y a accès. Ouais, En fait, même moi, là, si j'avais envie d'accéder à ce hash qui a donné Jean Dupont, je ne suis incapable de le faire. Mhm. Même nos développeurs ne peuvent pas le faire. En fait, on n'a pas de mécanisme arrière en fait. Sauf si là, on vient sélectionner la pseudonymisation qui engendre justement cette nécessité de pouvoir revenir en arrière. Et vous l'avez fait auditer par un cabinet? On est en cours. D'accord, parce que ça, c'est primordial. Hein. Oui, bah, Je vois pas la possibilité que ça puisse être utilisable sans que derrière, il n'y ait pas un cabinet en sécu qui dise « Ok, c'est bon hein. Parce que c'est hyper sensible, enfin, vous le savez, et c'est bien d'avoir pensé en tout cas. Et si c'est bien sécurisé, nickel. Hein. On en a conscience, c'est sécurisé.